Arthur Cravane, champion de boxe, neveu d'Oscar Wilde, poids 125 kilos, taille 2 mètres, critique brutale. Parlera, boxera, dansera, la nouvelle dancing box, la very box. Autre numéro excentrique, nègre, boxeur et danseur. Arthur Cravant, chevalier d'industrie, chevalier d'industrie, chevalier d'industrie, marin sur le Pacifique, muletier, cueilleur d'oranges en Californie, charmeur de serpents, rat d'hôtel, neveu d'Oscar Wilde, bûcheron dans les forêts géantes, ex-champion de France de boxe, petit-fils du chancelier de la Reine, chauffeur d'automobile à Berlin, cambrioleur, etc., chevalier d'industrie, marin sur le Pacifique, muletier, cueilleur d'oranges en Californie, charmeur de serpents, rat d'hôtel, neveu d'Oscar Wilde, bûcheron dans les forêts géantes, ex-champion de France de boxe, petit-fils du chancelier de la Reine, chauffeur d'automobile à Berlin, cambrioleur, etc., marin sur le Pacifique, ex-champion de France de boxe, chauffeur d'automobile à Berlin, chevalier d'industrie, neveu d'Oscar Wilde, cambrioleur, etc. Archives de la ville de Lausanne, septembre 2009. C'est cette phrase que j'ai toujours répétée inlassablement. Je serai grossier pour me reposer de l'idéal. Une phrase de Cravant que j'adore. Je la trouve assez intéressante. On prétend même qu'il était artiste peintre. Oui, mais sous le nom d'Édouard Archer. S'il n'y a qu'une dans la peinture. Ah bah voilà. C'est marrant parce que ça, elle l'a pas lu alors. Ça, c'est un formulaire de 1978. Voilà, oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a demandé un extrait de naissance. Confédération suisse, à 13h30. Liberté et patrie, canton de Vaud. Acte de naissance. Extrait du registre des naissances de l'arrondissement de l'état civil de Lausanne. YG. Vol 13, page 338, numéro 355. Le 22 mai 1887, à 13h30 est né, à Lausanne, Lloyd Fabian, fils de Lloyd Otto Holland, nationalité britannique, Londres, domicilié à Lausanne, et de Clara née Hutchinson, Lausanne, le 5 septembre 1978. Canton de Vaud, état civil Lausanne. Pour extrait conforme, l'officier de l'état civil A. Nicole, suppléant. C'est son carnet de notes. Philippe Dagen. La première fois que j'ai lu Cravant, mais c'était maintenant il y a, je sais pas, d'ailleurs 20 ans, c'est un de mes amis qui m'a donné, parce qu'il avait en double, un volume qui avait été publié chez 10-18 il y a fort longtemps, où Cravant était réuni à Jacques Vacher et Jacques Rigaud. Et voilà, le premier contact, la première inoculation du venin, ça s'est passé comme ça. Ensuite, il me semble évident aujourd'hui, mais je comprends que ce n'est pas évident du tout, que quand on a mordu là-dedans, on continue. Parce qu'un homme qui a eu une existence, enfin, pour ce que l'on en sait, à ce point fabuleuse, à ce point incompréhensible aussi, à bien des égards, dont il reste un
à peine de quoi faire un volume de poésie, mais qui le placerait très haut parmi les poètes du début du XXe siècle. À peine de quoi faire un volume de critique, mais dans ce cas-là, c'est le plus drôle et le plus méchant de son époque, et dont il reste également les souvenirs d'un combat de boxe visiblement truqué. Rien que cela, vous voyez, cela suffit à vous faire rire, rien que ça, c'est fascinant. Alors quand vous découvrez par la suite que cet homme-là a été effectivement un proche de Marcel Duchamp, un proche de Francis Picabia, qu'il a eu pour correspondant à Paris Félix Fénéon, qui était le grand pape de la critique et le grand défenseur du néo-impressionnisme, vous y allez encore un petit peu plus loin. Vous vous engagez dans les recherches, et de recherche en recherche, vous arrivez à des questions sans réponse. Et ce livre est une manière un peu ironique, évidemment, d'apporter une réponse possible à la grande question, qui est réellement, à l'heure actuelle, complètement pendante. On ne sait pas quand cet homme est mort. On ne sait pas l'hypothèse 1918 noyé au large du Mexique. Alors ça, c'est l'hypothèse qui a été, pourrait-on dire, labellisée par André Breton dans son anthologie de l'humour noir. Effectivement, Arthur Cravant, réfugié au Mexique, aurait réparé un bateau sur lequel il se serait embarqué et aurait péri noyé. C'est ce que dit Breton. Ce que dit Breton aussi, c'est que sa femme et leur fille le regardent s'éloigner sur la mer. Binaloy et leur fille. Seul problème, c'est qu'on sait d'ores et déjà que le récit de Breton ne peut être que faux, puisque la fille naît 6 mois après la date présumée de la mort de son père. Donc elle ne peut pas avoir assisté à sa disparition. Ensuite, d'autres hypothèses ont été également présentées. Blaise Sandrard, suisse d'ailleurs, en grande partie, a affirmé que Cravant était mort soit dans une bataille au pistolet entre 2 bandes de malfaiteurs sur les rives du Rio Grande. Je n'y peux rien, je ne suis pas en train de vous raconter le prochain western d'Hollywood, mais c'est réellement le cas, ou qu'il aurait été tué d'un coup de couteau par un rival dans une histoire d'amour au cours d'un bal à Mexico. Naturellement, on n'a jamais retrouvé de cadavre, et quand Minaloy a fait toutes les recherches possibles pour retrouver une trace de son mari, mort ou vif, elle a complètement échoué, alors même qu'elle a cherché dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les journaux, naturellement. Il s'est évaporé. Bon, un homme pareil qui s'évapore, je pense que c'était pas possible. Il fallait lui trouver, trouver le moyen de poursuivre son existence. Et donc, d'où le titre du livre, Arthur Cravant n'est pas mort noyé. Mais je ne peux malheureusement pas supposer qu'il est toujours vivant, parce que parmi les choses certaines, il y a qu'il est né à Lausanne et qu'il est né en 1887. Donc, avec la plus belle longévité du monde, je ne peux pas vous prétendre qu'Arthur Cravant nous écoute. Le rythme de l'océan berce les transatlantiques, et dans l'air où les gaz dansent tels des toupies, tandis que siffle le rapide héroïque qui arrive au Havre, s'avancent comme des ours les matelots athlétiques. New York! New York! Je voudrais t'habiter. J'y vois la science qui se marie à l'industrie dans une audacieuse modernité. Et dans les palais
des globes éblouissants à la rétine par leurs rayons ultraviolets, le téléphone américain et la douceur des ascenseurs. Le navire provoquant de la compagnie anglaise me vit prendre place à bord, terriblement excité, et tout heureux du confort du beau navire à turbine, comme de l'installation de l'électricité, illuminant par torrent la trépidante cabine, la cabine incendiée de colonnes de cuivre, sur lesquelles des secondes jouirent mes mains ivres, de grelotter brusquement dans la fraîcheur du métal, et doucher mon appétit par ce plongeon vital, tandis que la verte impression de l'odeur du vernis neuf me criait la date claire, où délaissant les factures dans le verre fou de l'herbe, je roulais comme un œuf. Que ma chemise m'enivrait, et pour te sentir frémir à la façon d'un cheval, sentiment de la nature, que j'eusse voulu brouter, que j'eusse voulu courir, et que j'étais bien sur le pont, ballotté par la musique, et que le froid est puissant comme sensation physique quand on vient à respirer. Enfin, ne pouvant élire et ne pouvant nager, je fis des connaissances parmi les passagers qui regardaient basculer la ligne de flottaison. Et jusqu'à ce que nous vîmes ensemble les tramways du matin courir à l'horizon et blanchir rapidement les façades des demeures, sous la pluie et sous le soleil et sous le cirque étoilé, nous voguâmes sans accident jusqu'à 7 fois 24 heures. Le commerce a favorisé ma jeune initiative. 8 millions de dollars gagnés dans les conserves et la marque célèbre de la tête de Gladstone m'ont donné des steamers de chaque 4000 tonnes qui battent des pavillons brodés à mes initiales et impriment sur les flots ma puissance commerciale. Je possède également ma première locomotive. Elle souffle sa vapeur, tels les chevaux qui s'ébrouent, et courbant son orgueil sous les doigts professionnels, elle file follement, rigide sur ses 8 roues. Elle traîne un long train dans son aventureuse marche, dans le vert Canada, aux forêts inexploitées, et traverse mes ponts aux caravanes d'arches, à l'aurore, les champs et les blés familiers, où, croyant distinguer une ville dans les nuits étoilées, elle siffle infiniment à travers les vallées, en rêvant à l'oasis, la gare au ciel de verre, dans le buisson des rails qu'elle croise par milliers, où, remorquant son nuage, elle roule son tonnerre. Autant que je sache, il a été matelot, il a failli être mineur en Australie et il y a été un petit peu bûcheron. Il a donc été critique d'art, il a été peintre, il a été conférencier, il a été pas vraiment gigolo, mais enfin peut-être quelque chose qui pourrait y ressembler. Ou un peu travesti aussi. Un peu travesti. Et il a été beaucoup boxeur. Champion de France de sa catégorie, il a donné des leçons de boxe, il a arbitré des matchs et il a disputé un combat qui est resté malgré tout extrêmement célèbre contre celui qui avait été quelques années auparavant le premier champion du monde de boxe noir. Jack Johnson, qui est un boxeur nord-américain auquel le fait d'être noir a coûté très très cher, puisqu'il avait battu pour triompher un boxeur blanc, et que cette victoire, la première donc au niveau de ce titre de champion du monde, avait suscité un véritable débordement de racisme, à tel point que Johnson avait été obligé de fuir les États-Unis. Et si Cravant s'est battu contre Johnson à Barcelone en 1915, c'est parce que Johnson était lui aussi plus ou moins une espèce de fugitif à la recherche d'argent. Il avait été dépossédé de son titre, il avait été accusé de viol alors que tout prouvait qu'il était innocent, et c'était la rencontre de deux maudits, clairement. Arthur Cravant, chevalier d'industrie, chevalier d'industrie, chevalier d'industrie.
marin sur le Pacifique, muletier, cueilleur d'oranges en Californie, charmeur de serpents, rat d'hôtel, neveu d'Oscar Wilde, bûcheron dans les forêts géantes, ex-champion de France de boxe, petit-fils du chancelier de la Reine, chauffeur d'automobile à Berlin, cambrioleur, etc., chevalier d'industrie, marin sur le Pacifique, muletier, cueilleur d'oranges en Californie, charmeur de serpents, rat d'hôtel, neveu d'Oscar Wilde, bûcheron dans les forêts géantes, ex-champion de France de boxe, petit-fils du chancelier de la Reine, chauffeur d'automobile à Berlin, cambrioleur. Cravant buvait du vin rouge lors de ses conférences. Moi, je vais boire de l'eau. Il faut surtout ne pas s'identifier à son sujet. Pourquoi ? Ça peut. Déjà, c'est malhonnête. On ne peut pas se prendre pour un autre, surtout quand l'autre a beaucoup plus de talent. Et puis, vous n'avez pas le même gabarit déjà. Déjà, je lui rends 30 cm au moins. Bertrand Lacarelle. Et puis justement, s'identifier à l'autre, ça peut mener loin et ça peut rendre fou. J'ai eu ça s'est pas passé avec Arthur Cravant, mais avec Jacques Vacher, j'avais plus de raisons de m'identifier. Et il m'arrivait des choses assez étranges, des rêves nocturnes. Ce que je raconte dans mon livre, j'ai précipité mon réveil matin sur mon crâne plusieurs fois dans mon sommeil parce qu'en fait j'étais en train de travailler sur le réveil matin de Jacques Vacher qui avait une relation particulière avec son réveil. Avec Cravant, j'ai eu plus de propension peut-être à pratiquer la boxe, même si je n'ai aucun talent pour la boxe, mais je me suis jamais autant battu que lorsque je faisais des recherches sur Cravant pour des raisons sans intérêt, une fois avec un ramasseur de champignons, une autre fois dans une soirée parisienne chic, et une dernière fois sur le parking d'un supermarché. Et vous vous intéressez à des drôles de personnages quand même ? J'ai tendance à, peut-être que je me trompe, mais à penser que notre époque est très ennuyeuse, et donc je vais me réfugier au début du XXe siècle, à cette époque où tout a commencé, où vraiment la modernité a commencé. Et je parle de l'époque d'avant la guerre. On parle souvent de Dada et des surréalistes qui ont émergé pendant la guerre, mais déjà tout était en place avant qu'elle ne commence. Notamment avec Arthur Cravant, mais pas seulement. Déjà à la fin du XIXe siècle, il y avait beaucoup d'excentriques à Paris. Si vous vous étiez identifié à Cravant cet après-midi, la danse bistrot, qu'est-ce que vous auriez dû faire ? J'aurais dû commander une carafe d'un pinard infect que j'aurais bu au goulot. Mais là, donc, on se contentera d'une carafe d'eau. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'aurais commandé ? Qu'est-ce que j'aurais fait ? Je me serais peut-être mis en toge et j'aurais harangué la foule depuis la petite mezzanine où nous nous trouvons, qui est particulièrement calme. Et puis j'aurais peut-être essayé de provoquer les rares clients. On se rappelle d'une lettre de Julien Lévy à Mina Loy, donc la femme de Cravant. Et Mina lui répondait qu'à la closerie des Lilas, une fois, Cravant s'était battu avec tout le monde. Et la police était arrivée. Et les clients ont dit « Ah mais non, n'embarquez pas Cravant, il est tellement sympathique. » Tout le monde regrettait sa présence. Même ces injures avaient quelque chose de sympathique. Je pense qu'on ne pouvait pas vraiment le prendre au sérieux. Et je crois qu'il a souffert de ça. C'est-à-dire qu'il amusait pour se faire remarquer, parce que Cravant avait quand même un besoin énorme de reconnaissance. Sans faire de psychanalyse, ça peut remonter à sa relation avec sa mère. Il avait besoin de reconnaissance, donc il cherchait le scandale et il cherchait à se faire des amis. Et pourtant, il le répète plusieurs fois dans son œuvre, il n'a jamais eu de véritables amis. Donc les injures étaient une manière d'entrer en communication avec les gens
et puis de provoquer des réactions et surtout essayer de révéler les gens qui sortent du comportement bourgeois qu'ils détestaient tant à l'époque. C'est par Vacher que vous êtes tombé sur Cravant, Bertrand Lacarrière? C'est vrai que Vacher, Cravant, Jacques Rigaud, on les associe, ça fait partie de ces excentriques devenus légendaires pour les dadaïstes et les surréalistes. Et comme pour Vacher, une légende s'est créée autour de Cravant. Et j'ai envie d'aller voir derrière cette légende et surtout de lire les textes. Parce que on parle d'Arthur Cravant, de ses excentricités, mais on oublie que c'était un véritable poète. Et son dernier texte, qui s'appelle Notes, et pour moi, alors Breton en parle une fois, et en disant que Cravant provoque des accidents dans la rue, son fantôme. C'est un texte absolument prodigieux, extrêmement moderne et c'est une confession touchante. Et d'ailleurs, je vais essayer de faire une nouvelle édition de ce texte. Vous voulez que je lise un passage ? Je vais essayer de faire une nouvelle édition de ce texte parce qu'en consultant les manuscrits, je me suis rendu compte qu'il n'avait jamais été présenté comme il le fallait et qu'il manquait même une phrase. Ça, je garde le scoop pour plus tard. Alors, je vais commencer par le début. Car si j'avais su le latin à 18 ans, je serais empereur. Quel est le plus néfaste ? Le climat du Congo ou le génie ? Les plants de carottes en forme de tombeau. La pensée sort du feu. Étoile, désespoir du poète et du Les plants de carottes en forme de tombeau. Un homme discipliné. La pensée sort du feu. Étoile, désespoir du poète et du mathématicien. Plus vierge et plus furieux. À un homme discipliné, ne suffit-il pas comme changement dans sa vie de s'asseoir une fois par mois à l'autre bout de sa table d'études ? J'ai pensé un instant à signer Arthur. Je me lève avec les laitiers. Dans mes tours de verdure. Chair des chiens. Gelée blanche. Fréma givre. Ô mon cœur. Ô mon front. Ô mes veines. Celui de nous deux qui a le plus de vif argent dans les veines. Vérole. J'ai passé ma langue sur les yeux. Les femmes. La lune buvait, la mer était la lune dorée. Je mangerai ma merde. La tour Eiffel plus douce qu'une fougère. On sent bien que l'instrument est là, en parlant du cœur. Forêts et scieries. Énergie. Et de la poussière d'empereur, j'en ai eu dans les yeux. Je ne tolère pas qu'on marche sur l'ongle de mon orteil. L'air porte déjà nos membres. Aviation. Si je pouvais aller à l'amble. L'heure sérieuse, le soir. La mer aux cheveux bleus. La gloire du diamant est au-dessus. Flotte mon bleu veston. Bleu. Le mouvement des brumes. J'ai rêvé d'être assez grand pour fonder et former à moi seul une république. J'ai rêvé d'un lit qui flotterait sur l'eau et plus vulgairement de dormir sur des tigres. Je fréquente les sentiers. Je suivais le mouvement des brumes sur le théâtre des plaines et des vallées où les plans en rectangle de raves et de choux formaient comme de vastes tombeaux. Électrosémaphore. Je regardais la mer de 20 mètres de hauteur. Les porcs secouaient leur torpeur. Mon âme stationne sur les trottoirs.
Au romanesque aussi du caractère anglais. Les télégrammes, L'eau bleue de la pluie, l'averse. les coccinelles poudreuses des musées. Il neige sur les bancs vides. Les plus grands monuments font le plus de poussière. Tous ces fruits promis à l'automne. Tout ce qui brille au printemps est promis à l'hiver. Le soleil d'argent de l'hiver. Canada, je sais que tu es vert. Et faire un tour dans les bois. La mer était la lune dorée. Je mangerai ma merde. La tour Eiffel, plus douce qu'une fougère. Puis ça continue encore et encore. Et c'est assez fascinant parce que c'est pas de l'écriture automatique, mais il met son âme sur la table. Et avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de souffrance. Et donc de l'autodérision, puis des associations de mots, il y en a énormément. Il se déshabille au propre comme au figuré. Exactement, oui, c'est quelqu'un qui aimait bien, qui sait bien se mettre à nu et tout nu, comme lors de la conférence à New York, orchestrée par Marcel Duchamp, devant un parterre de bourgeois qui venaient admirer les œuvres d'art venues d'Europe. Finalement, Arthur Cravant fait de sa vie, et c'est sa vie un petit peu en lièvre, enfin c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on dit et c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de textes, hein, mais c'est le tout, c'est l'ensemble qui fait l'œuvre. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a sa revue maintenant, il y a quelques poèmes qui ont été publiés bien plus tard, et puis il y a son attitude, donc ses conférences, et puis la boxe. Et on peut considérer que le fameux match de boxe contre Jack Johnson, qui était le champion du monde de l'époque, premier champion noir, considéré comme l'un des plus grands champions de boxe de tous les temps, ce combat de boxe donc à Barcelone en 1916, c'est en fait un poète qui se bat contre un boxeur, et c'est une forme de happening, une forme de... Mais qui était le poète ? Alors c'est vrai que Johnson était un personnage très extravagant aussi. Grand danseur de tango. Oui, danseur de tango, coureur automobile, qui a eu de multiples vies, qui allait en boîte de nuit. D'ailleurs, il a dû rencontrer Cravant à Paris dans une boîte de nuit. Sandrars dit à Berlin, mais a priori c'est à Paris. Le lotissement du ciel. Oui, dans la tour Eiffel sidérale, où il a tout un chapitre sur Cravant. Maintenant, revue littéraire, directeur Arthur Cravant. Première année, numéro 1, avril 1912. Sommaire, sifflet, poésie. Documents inédits sur Oscar Wilde. Différentes choses. Première clôture d'un incident. Paris, le 6 mars 1914. Monsieur, n'ayant que très peu d'amour-propre, je viens déclarer que, contrairement à ce que j'aurais pu laisser entendre dans mon article sur l'exposition des indépendants paru dans ma revue Maintenant, Monsieur Guillaume Apollinaire n'est point juif, mais catholique romain. Afin d'éviter toutes les méprises possibles, je tiens à ajouter que Monsieur Guillaume Apollinaire n'est pas maigre, qu'il a au contraire un gros ventre, et qu'il ressemble plutôt à un rhinocéros qu'à une girafe. Par la même occasion, je tiens à rectifier une phrase que j'ai écrite sur Mademoiselle Marie Laurencin, puisque j'ai dit « En voilà une qui aurait besoin qu'on lui relève les jupes et qu'on lui mette une grosse quelque part ». Je tiens essentiellement qu'on comprenne à la lettre. En voilà une qui aurait besoin qu'on lui relève les jupes et qu'on lui mette une grosse paléontologie au théâtre des variétés. Monsieur, veuillez me croire à plat ventre, Arthur Cravant.
23 novembre 1932 à monsieur René Gaffet. Vous me demandez, cher monsieur, quelles raisons me font accorder tant de prix à la petite revue Maintenant que dirigea Arthur Cravant. J'attache en effet une importance historique très grande à cette publication, la première dans laquelle certaines préoccupations extra-littéraires et même anti-littéraires aient pris le pas sur les auteurs. Rien ne me paraît plus significatif et plus prophétique à cet égard que l'article sur Gide et le compte-rendu du Salon des artistes indépendants. L'auteur de ces pages fait véritablement figure de précurseur. Dans le sens où il agissait alors, il est incontestable qu'il était seul, et que si l'on s'avisait d'écrire sur les origines de l'état d'esprit d'après-guerre, Dada, etc., comme par exemple le fait Georges Juniet dans Cahiers d'art à propos des plus insolites manifestations picturales, il y aurait lieu d'insister particulièrement sur l'attitude de Cravant et sur celle de Vacher. Je pense que Gide ne se relèvera jamais de ces quelques pages de critiques désinvoltes qui n'ont rien perdu de leur actualité. Apollinaire lui-même, qui manquait cependant d'humour, fait assez piteuse figure dans ses démêlés avec le prétendu neveu d'Oscar Wilde, ne trouvez-vous pas? Vous savez peut-être que Cravant, pour bien extérioriser son mépris de la littérature militante et du genre homme de lettres, avait entrepris de vendre Maintenant lui-même dans une voiture de 4 saisons. Il a donné durant la guerre à New York plusieurs conférences tumultueuses au cours desquelles, par exemple, il se déshabillait sur la scène jusqu'à totale évacuation de la salle par la police. Vers la même époque, en Espagne, il a défié le boxeur nègre Jack Johnson, alors champion du monde. La photo que vous trouverez dans l'exemplaire le représente le jour du combat, etc., etc. Il avait réussi, je crois, à être déserteur à la fois de 5 ou 6 pays. C'était, vous le voyez, un curieux homme dont il est à prévoir que la légende ira loin. Il a disparu, il y a quelques années, en tentant seul, un jour de tempête, la traversée du golfe du Mexique dans une très frêle embarcation. Cravant poète, c'est l'une des premières fois où l'humour est mélangé au lyrisme en poésie et la modernité est présentée de manière incessante, brutale et jouissive. Ce en quoi il rejoint les futuristes, même s'il est toujours resté indépendant et n'a été ni futuriste ni dadaïste. Et surtout, il y a cet humour et puis ce sens de l'image qui fait tout grand poète. C'est, comme dit Jacques Vacher, des collisions flamboyantes de mots. Donc Cravant, véritable poète, et effectivement poète de sa vie, déserteur, de plusieurs pays, même s'il n'y avait pas vraiment, je pense, Cravant ne faisait pas de politique. Il voulait sauver sa peau. Il voulait vivre surtout, et vivre des aventures, et donc il a fui la guerre, mais ce n'était pas au sens politique du terme, un anarchiste. Il avait beaucoup d'amis anarchistes, il avait un comportement anarchiste, mais ce n'était pas un politique. C'est ce que rappelle Minaloy, et voilà, c'est pour ça qu'il était indépendant, il n'était récupérable par personne. Donc il a beaucoup voyagé, pour chercher l'aventure, pour chercher sans doute quelque chose. Peut-être que c'est ce qu'a voulu faire Arthur Rimbaud. On peut faire des comparaisons entre Arthur Cravant et Arthur Rimbaud. Déjà, il s'appelle Arthur. Et il y a des chances pour que le choix du prénom vienne de Rimbaud. Cravant, dans Notes, justement, fait une allusion à Rimbaud, il cite Rimbaud. Donc, en fait, voilà, Cravant désertait en apparence, mais il cherchait à s'engager dans la vie. Et puis surtout à se révéler lui-même. Il s'est toujours couru après lui-même. Et il avait l'impression de ne pas s'épanouir complètement, s'exprimer complètement. Et il voulait, et alors ce qui est très étonnant, et ça fait partie de la richesse du personnage, et de la nouveauté, de la modernité du personnage, c'est que il avait l'impression d'être multiple, et qu'il avait l'impression qu'il parlait de ses âmes, au pluriel, il n'avait pas une âme, il avait des âmes, et il avait l'impression que toutes ces âmes pouvaient s'exprimer en même temps,
Et qui plus est, il avait l'impression de transcender les genres. Il dit dans l'un de ses poèmes publiés dans Maintenant, « Faune et flore, je suis tous les hommes, toutes les choses et tous les animaux ». Qui est quand même assez extraordinaire, on n'a jamais entendu quelque chose. Et alors, il le dit de manière comique, mais il le pense. Et par ailleurs, il explique que dans la nature ou dans la forêt, il se sent devenir feuillu. Et ça, c'est ce que j'appelle dans mon livre le syndrome de Cravant. C'est une sorte de maladie qui, à la fois dont il souffre, mais qui fait aussi sa fierté. Et autre chose, il a l'impression aussi d'être le prototype de l'homme moderne. Il a écrit un poème qui s'appelle « Poète et boxeur, l'âme du XXe siècle » et il a l'impression d'incarner le siècle. Alors c'est avant la guerre, bien sûr. Je pense qu'il a été déçu de voir ce que le siècle est devenu. Un siècle plein d'espérance, avec le progrès, la modernité, ces nouvelles machines, l'impression que l'homme allait devenir Dieu. Et lui, voilà, il était sur cet élan-là. Et cet élan, il n'a jamais réussi à le concrétiser. Et d'où sa fuite perpétuelle, d'où cette horreur de la guerre qui lui a brisé les ailes, parce qu'il l'a empêché de pouvoir enfin s'épanouir. C'est pour ça qu'il cherchait à chaque fois à s'abriter quelque part. Ça a été Barcelone, ça a été New York, ça a été Mexico. Et puis à Mexico, il a voulu rejoindre Buenos Aires, pensant que là-bas il serait tranquille. Et il n'est jamais donc arrivé à Buenos Aires comme on sait. Enfin, ou alors il y est arrivé, mais on n'en a plus entendu parler. Arthur Cravant est un des poètes les plus intéressants du XXe siècle, de l'art moderne. C'est un boxeur, c'est sûr, mais finalement, est-ce que c'est pas surprenant qu'il soit poète ? Un boxeur, écrivain. C'est un poète qui est très méconnu. En fait, il a été un des moteurs du dadaïsme, du surréalisme et des performances. Parce que je crois qu'il était en relation, je sais pas, un neveu ou un cousin d'Oscar Wilde. Ça paraît effectivement quelqu'un d'anachronique dans l'époque. Mais on ne sait pas trop si le plus surprenant, c'est qu'il soit boxeur ou poète. Il a vécu pas longtemps. Il est mort, je crois. Il est mort dans des circonstances un peu bizarres. Je ne sais pas. Il a nagé, il a disparu. C'est vrai ça ? Ouais, c'est super. Il aurait fallu peut-être pouvoir lire des choses de lui, non ? Serais-je entraîné ? J'aime tellement la danse et les folies physiques que je sens avec évidence que si j'avais été jeune fille, j'eusse mal tourné. Mais depuis que me voilà plongé dans la lecture de cet illustré, je jurais n'avoir vu de ma vie d'aussi féerique photographie. L'océan paresseux berçant les cheminées. Je vois dans le port, sur le pont des vapeurs, parmi les marchandises indéterminées, les matelots se mêler aux chauffeurs, des corps polis comme des machines, 1000 objets de la Chine, les modes et les inventions, puis prêts à traverser la ville, dans la douceur des automobiles, les poètes et les boxeurs. Ce soir, quelle est ma méprise, qu'avec tant de tristesse, tout me semble beau. L'argent qui est réel, la paix, les vastes entreprises, les autobus et les tombeaux, les champs, le sport, les maîtresses, jusqu'à la vie inimitable des hôtels. Je voudrais être à Vienne et à Calcutta, prendre tous les trains et tous les navires, forniquer toutes les femmes et bafferer tous les plats. Mondain, chimiste, putain, ivrogne, musicien, ouvrier, peintre, acrobate, acteur, vieillard, enfant, escroc, voyou, ange et noceur, millionnaire, bourgeois, cactus, girafe ou corbeau.
Lâche, héros, nègre, singe, donjon, souteneur, lord, paysan, chasseur, industriel. Faune et flore. Je suis toutes les choses, tous les hommes et tous les animaux. Que faire? Je suis toutes les choses, tous les hommes et tous les animaux. Non, faune et flore. Je suis toutes les choses, tous les hommes et tous les animaux. Que faire? Essayons du grand air. Peut-être y pourrais-je quitter ma funeste pluralité. Et tandis que la lune, par-delà les marronniers, attelle ce lévrier, et qu'ainsi qu'en un kaléidoscope, mes abstractions élabore les variations des accords de mon corps, que mes doigts collés aux délices de mes clés absorbent de fraîches syncopes, sous des motions immortelles, vibrent mes bretelles, et piéton idéal du palais royal, je m'enivre avec candeur, même des mauvaises odeurs, plein d'un mélange d'éléphants et d'anges. Mon lecteur, je balade sous la lune, ta future infortune, armé de tant d'algèbres, que sans désir sensuel, j'entrevois, fumoir du baiser, con, pipe, eau, Afrique et repos funèbre. Derrière les stores apaisés, le calme des bordels. Du baume, ô ma raison. Tout Paris est atroce et je hais ma maison. Déjà les cafés sont noirs. Il ne reste, ô mes hystéries, que les claires écuries des urinoirs. Je ne puis plus rester dehors. Voici ton lit. Sois bête et dors. Mais dernier des locataires, qui se gratte tristement les pieds. Et, bien que tombant à moitié, si j'entendais sur la terre retentir les locomotives, que mes âmes pourtant redeviendraient attentives. Arthur, Cravant, Arthur, Cravant, Cravant, Arthur, Cravant, Arthur, Cravant, Arthur, Cravant, Cravant, Arthur, Arthur, Cravant, Arthur, Cravant, Cravant, Arthur, Cravant, Arthur, Arthur, Cravant, Arthur, Cravant, Arthur, Cravant, Arthur, Arthur, Cravant, Arthur, 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 Cravant, Cravant, Arthur, Arthur, Cravant, Arthur, Cravant. Si on commence chronologiquement par les gens que Cravant a rencontrés, Cravant versus Apollinaire, qui est le premier combat de boxe, puisque Apollinaire n'était pas une petite nature, hein, il était costaud, il pratiquait la boxe lui aussi. Et on a l'impression que quand Cravant arrive en 1909, il devient à Paris, il devient champion de France amateur en 1910. Quand il a décidé de devenir célèbre en faisant de la poésie, c'est son intention, eh bien, le challenger, le champion du monde, c'est Apollinaire à l'époque. Il n'aura de cesse d'essayer de déboulonner Apollinaire.
Et donc, d'où le fameux texte « L'exposition des indépendants », où Cravant dézingue tous les peintres de l'époque, surtout les amis d'Apollinaire, et s'en prend de manière provocante à Apollinaire. Et je fais un parallèle entre les textes de l'époque d'Apollinaire, de Sandrars et de Cravant, parce que Sandrars est aussi dans la boucle. Il est ami avec Apollinaire, il connaît Cravant. C'est une sorte je pense qu'il voit en Cravant une sorte de rival. Et on trouve des parentés entre leurs textes. Alors, je ne sais pas à quel point Apollinaire et Sandrars ont lu Cravant, mais il y a quelques détails un peu troublants et on peut s'imaginer que Cravant les a inspirés et qu'ils ne l'ont pas dit comme ça se faisait souvent. Donc voilà, il y a Cravant contre Apollinaire et puis Cravant contre Sandrars, où là les parentés sont plus fortes entre la prose du Transsibérien, les Pâques et les premiers textes de Cravant comme Sifflet, Haï. Et ce qui est amusant, c'est José Pierre qui le fait remarquer dans son livre J'étais cigare, où il a réuni des textes de Cravant, c'est que Cravant ne cite jamais le nom de Sandrars, alors qu'ils se connaissent, et Sandrars consacre dans ses mémoires de longues pages à Cravant. Et Cravant, on est sûr que Cravant connaît Sandrars, puisque dans ses carnets personnels, il a l'adresse de Sandrars et il lui envoie sa revue Maintenant. Et donc là, la rivalité est très forte et il est probable que Cravant ait voulu éliminer aussi Sandrars. Mais la guerre s'est chargée de les séparer. Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten. Der Bebe, Fünfbe, Bebe, Fünfbe, Fünfbe, Te, Fünfbe, Te, Zeu, Pegit, Wie, der Sindri im Bittelto, Juka, Rinzeke de Baby Hinskermu, Ziu Rinskermu, Rackete Baby, Rum, Tüfto, Ziu Hinskermu, Ziu Rinskermu, Rackete Baby, Rackete BC, Fünf Böwe TCU, UTT, WB, Fünf, B, 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 O, C, 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 O, Rinzekete B, B, O, Nta, Nta, O, Torgel, oka, 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 Blanke Torgel, pi, 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 tsuka, 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 Blanke Torgel, brum, brum, Blanke Torgel, Venez voir le poète Arthur Cravant, champion de boxe, neveu d'Oscar Wilde, poids 125 kilos, taille 2 mètres, critique brutale. Parlera, boxera, dansera, la nouvelle dancing box, la very box. Autre numéro excentrique, nègre boxeur ou danseur. Vous écoutez Espace 2, le labo, documentaire sur Arthur Cravant, autrement dit Arthur Cravant contre Arthur Cravant, dans une réalisation de David Collin, deuxième round. Chevalier
marin sur le Pacifique, muletier, cueilleur d'oranges en Californie, charmeur de serpents, rat d'hôtel, neveu d'Oscar Wilde, bûcheron dans les forêts géantes, ex-champion de France de boxe, petit-fils du chancelier de la reine, chauffeur d'automobile à Berlin, cambrioleur, etc. etc. Jean-Luc Bitton. Quand je pense à Cravant, on pense tout de suite à Vacher et à Rigaud. Hein. C'est le fameux triptyque Cravant, Vacher, Rigaud. Les trois suicidés de la société, c'est comme ça qu'Eric Losfeld les avait appelés dans les années 70, quand il avait réédité sous la même couverture les textes de Cravant, Vacher, Rigaud. D'ailleurs, c'est bizarre, c'est pas vraiment les trois suicidés, parce que le seul vrai suicide, c'est Jacques Rigaud. Le Cravant, on ne sait pas si c'est un accident ou si c'est suicidé. Il est disparu, c'est une disparition mystérieuse. Vacher, on ne sait pas si c'est une overdose accidentelle ou un suicide accident ou un suicide. Voilà, bon, alors revenons à Cravant. Qu'est-ce qui est attirant chez ces personnages, Jean-Luc Bitton, que ce soit Vacher, Rigaud ou Cravant? Ce qui fait leur point, vraiment un des points qu'ils ont en commun, c'est leur écriture, en fait. Par exemple, quand on lit Rigaud, Cravant, Vacher, surtout Cravant, Rigaud, je trouve qu'il y a des choses au niveau de l'écriture, déjà de l'écriture fragmentaire, c'est des choses très, très brèves, c'est de la poésie, de la prose poétique, on va dire, et il y a une sorte de violence aussi dans cette prose, et ça les rejoint tous les trois, et ils sont très provocants, la provocation déjà, si c'est un des points en commun, le style aussi, je trouve qu'il y a un style d'écriture, donc... Suicider, ça voulait peut-être dire aussi des gens qui se donnent complètement jusqu'à tout risquer finalement, leur vie, leur corps, leur œuvre. Oui, dans ce cas-là, on pourrait dire, parce que bon, quand Losfeld il appelait ça les suicidés de la société, il faisait référence à Artaud et son bouquin d'Artaud sur Van Gogh. Donc on pourrait dire peut-être les suicidés de la littérature, ce serait mieux peut-être que de la société, parce que c'est vrai que quelque part ils ont consacré leur existence, ils ont fait de leur existence une œuvre en fait, c'est ça. Cravant, c'est ça, quand on lit Blaise Cendrars, ce qu'elle raconte Cravant, qui traverse le Canada habillé en femme, c'est quand même génial. C'est un truc romanesque. Et Rigaud, c'est pareil, qu'il a épousé une richissime américaine à New York, dans un décor fitzgeraldien, et puis Vacher, qui lui... qu'est-ce qu'il a fait Vacher? Enfin, il n'a pas fait grand-chose, il n'a pas eu trop le temps, mais il a fait quand même de sa mort presque un chef-d'œuvre, quoi. Leur vie est une œuvre. Leur vie est une œuvre, un peu. Alors souvent on dit des artistes sans œuvre avec le livre de Jouanet, où il parle d'eux d'ailleurs, mais en fait c'est leur vie qui est une œuvre. Donc ils sont pas sans œuvre en fait. Ils ont fait de leur vie une œuvre. Sur Cravant, je pense qu'il y a encore des choses à découvrir. À mon avis, il y a des choses à découvrir. Quand je lis Cravant, j'ai l'impression de me reconnaître en lui, en fait, de m'identifier. Hein. On s'identifie comme Rigaud, d'ailleurs, comme Vacher. On aime ça, c'est des personnages, on aimerait faire partie de leurs amis, quoi, en fait. Hein. C'est un peu ça, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont séduisants, ils sont très très séduisants. De par leur vie, de par leur façon de vivre, de par leur façon d'écrire, leur façon de penser. Ils ont un côté ultra moderne. Ils restent lisibles, ils sont encore modernes, que ce soit Vacher, Cravant, Rigaud. On peut les lire aujourd'hui, des jeunes de 20 ans peuvent être séduits par ces auteurs. On comprend pourquoi ils peuvent être séduits. Est-ce que ça peut être un modèle littéraire? Probablement, pour des auteurs, je pense que sur la forme, sur le fond aussi, sur le côté écriture justement fragmentaire, provoquant, mais c'est pas donné à tout le monde, non. C'est comme Rimbaud, quoi. Tout le monde aimerait faire de la poésie comme Rimbaud, mais c'est pas Rimbaud qui veut, quoi. Donc Cravant, c'est pareil. Ils avaient vraiment du talent. Vacher aussi, Rigaud aussi. Hein. C'est ça qui fait leur force, c'est qu'ils avaient un talent inouï. C'est éblouissant leur prose. Et ça tient à quoi? L'œuvre de Cravant, elle tient en un seul livre. Vacher encore moins. Rigaud, pareil, un seul volume. Donc et en même temps, c'est magnifique, quoi. Est-ce que on les a mis sous l'étiquette excentrique? Est-ce que c'est pas un peu réducteur? Les excentriques littéraires, mais bon, c'est vrai que moi je trouve que c'est un peu réducteur, ouais, les excentriques. C'est joli excentrique, hein, mais bon, pourquoi pas, ouais. J'aime en moi. J'ai 20 pays dans ma mémoire, et je traîne en mon âme les couleurs de 100 villes. Le rossignol perçant qui siffle pour sa rose,
Sur les vaisseaux d'Asie et les 12 éléphants. Ma plume palpite et frémit. Je suis toujours ému. Il y a danger pour le corps à lire mes livres. Soupireront la majorité des femmes. Cerveau gras, esprit qui raye le verre. Mes pensées sont comme des boas. Nous, les modernes, ce que nous avons dans le cœur ferait sauter un fort. Le soleil rougit la Russie. La lampe sublime du soleil. Région pétrolifère. Et toutes les étoiles tournent et roulent sans bruit de transmission. Que je vole aussi loin en suivant vos vestiges. Suis-je quelque part retiré sous dans mes tours de verdure? Les astres roulants chantent comme une limousine. Je me retire sous les fougères. Au pied des pins. Que ne suis-je au champ? Et je viens à toi sur un beau transatlantique. Jusque à quand? Jusqu'à quand tarderai-je? Les fantômes des gares, loin des ballons virils. Colons. L'esprit d'indépendance. Compte courant. Enthousiasme. Adieu chaleur de mes 20 ans. Pendant la belle saison. Nickel. L'ennui dédore mes cellules. Les folies de la lune excentrique d'avril. Grand garçon. Mes cheveux blonds, colons, loin de ballons. Établi sous les planches. Dans le blond Maryland et loin des ballons, à mon auriculaire. Je respire à outrance, également aussi étoffe. Mon cœur prenons un galop. Je sens nager les vers dans mon cerveau mouillé. Je suis ruiné. La fantaisie, la folie a perdu son danseur. Chenapan. Tempérament. Honnête, je sais l'être, et voleur, je le suis. Mon cœur, prenons un galop, je serai millionnaire. Je me lève londonien et me couche asiatique. Londonien, monocle. Fureur et furie. Oh, vous qui m'avez connu, suivez-moi dans la vie. Le vent me stimule. Je suis un nerveux. J'ai remis ma ceinture de scrupuleux, je me destine à la vie, je suis musclé. Renflement. Salon aristocratique. Les vases et les médailles. Le grec. Principalement. Pré-tubercule. J'ai été aussi le poète des destins. Arc voltaïque. L'espace interdigital. Rosier multiflore. Échantillon. Quantité. Chambre. Vase de l'air, de l'atmosphère, de l'oxygène enivrant. Riche et pauvre, l'argent m'a fait goûter l'ennui rare et le frais désir. Je traîne en mon âme des amas de locomotives, de colonnes brisées, de ferrailles. Pseudo-Lloyd, plume d'or. Soi-disant. Les yeux en coulisses. Le blé vide lève la tête, Napoléon baisse la sienne. Voici l'enfant, l'homme et la femme en... Heureux d'être né. Heureux par nécessité biologique. Victor Hugo, la plus grande machine à faire des vers du 19e siècle. Jeté sur la côte du Japon. L'éphémère en moi a des racines profondes. Le maigre et le gras se disputent en moi. Seigneur, la chasteté nous use. Haleine du printemps, je te respire comme une baleine. Quand je vois quelqu'un de mieux habillé que moi, je suis scandalisé. Apprenez-moi où vous dormez, que je vole aussi loin en suivant vos vestiges. Les reines de l'aquarium, poissons. Que la neige est belle. Le bon Dieu ne s'est pas moqué de nous. Double cœur, quadruple cerveau, colosse rose et miroir du monde et machine à faire des vers. Mes jours de nageur. Les cubistes en peignant ne risquent pas de mettre le feu à leur toile. Assis comme un joueur de guitare. Je
suis brute à me donner un coup de poing dans les dents et subtil jusqu'à la neurasthénie. Homme, vieillard, jeune fille, enfant et bébé. Abstrait et polisson. Je parie qu'il ne saurait se présenter un Chilien ou un Oboquien qui puisse me dire « Grâce à la couleur de ma peau et à ma taille, j'ai senti une fois quelque chose que vous n'avez pas senti. » Qu'il vienne, celui qui se dit semblable à moi, que je lui crache à la gueule. Marcel Fleiss, on est dans votre galerie 1900-2000, ici à Paris, à la rue Bonaparte. Je viens vous voir parce que s'il y a bien quelqu'un qui s'est intéressé à Arthur Cravant, à toutes les traces peut-être qu'il a semées et qui ne sont pas faciles à découvrir, ou dont il n'est pas facile de se saisir, c'est bien vous. On retrouve de vos collections ou de vos pièces un petit peu partout dans les publications qui sont faites, les rares publications qui sont faites autour d'Arthur Cravant, notamment un catalogue d'une exposition que vous aviez, je crois, organisée. Oui, j'avais organisé une exposition importante du vivant de la fille d'Arthur Cravant, encore, qui était venue, Bénédicte, qui était venue à Paris, et qui était, mais je ne le savais pas à l'époque, en dépression, et quelque temps après, elle s'est suicidée, et elle a envoyé aux participants de cette exposition, ou ceux qui ont aidé à la construire, elle nous a envoyé un jour par la poste, avec un petit mot, quelques souvenirs, photos ou lettres de Cravant, ce qui m'a beaucoup touché, mais on n'avait aucune idée, on ne savait pas que c'était une fin de vie et qu'elle avait décidé de se suicider aussitôt après. Évidemment, ça rentre en écho avec ces suicidés de la société qu'on évoque quand on parle de Cravant, Vacher et Rigaud. C'est un étrange lien. Oui, et donc c'est peut-être, je ne connais pas les raisons, c'est sûrement un suicide pour des raisons différentes que les trois fameux. Marcel Fleiss, comment vous vous êtes intéressé un jour à Arthur Cravant ? Bien, je m'intéressais à Dada et je trouvais que ses provocations, et j'ai eu la chance un jour, il y a très très longtemps, de trouver un numéro de Maintenant, et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à Cravant. Ma deuxième chance était de trouver un portrait de lui par Hayden dans une vente à Granville, en Normandie, qui est passé complètement inaperçu. Et peu de temps après, j'étais assis à la Palette rue de Seine en train de déjeuner. À côté de moi, il y avait un Américain qui déjeunait avec Hazan, que je connaissais. Et je les entendais parler de Cravant, et je leur dis tout fièrement, tiens, je viens d'acheter un portrait de Cravant. Et c'était Roger Conevert qui parlait avec Hazan. Et ayant fait la connaissance de Roger Conevert, on a mis sur pied ce projet d'exposition qu'on a fait ensemble. Depuis, on est un peu brouillé, parce qu'il se considère presque comme un fils de Cravant. Il pense qu'il a les droits sur Cravant, alors qu'il a arraché ceux
sur Mina Loy, lorsque sa fille Bénédicte était malade. Enfin, pour l'instant, on ne se parle plus. Il est très très possessif. Moi, j'ai toujours ouvert tous mes archives, prêté tout ce que j'avais. J'ai jamais fait beaucoup de mystères. Et j'ai eu de la chance, étant ami avec la famille d'André Breton, de pouvoir acheter avant la vente un fonds très important que Mina Loy avait envoyé à André Breton pour un article qu'il avait fait pendant la guerre à New York, dans View, ou VVV, je ne me rappelle plus. Et donc, je pense avoir une des collections les plus importantes au monde de Cravant, avec Conover, avec Eduardo Arroyo aussi, le peintre, qui lui s'est intéressé à la boxe en général, et par le biais de Jacques Johnson, dont il collectionnait tout ce qui traînait, il s'est intéressé beaucoup à Cravant. Alors là, il y a quelques petites présentations de ces choses ont été déjà prêtées, mais j'ai une lettre de Duchamp à Mina Loy qui est très intéressante. J'ai une carte postale de la ville de Cravant qui explique comment il a pris son nom. C'était sa compagne Renée qui venait de cette ville. Oui, exactement. Cravant avec un T. Le T a disparu. J'ai une carte postale envoyée à Mina Loy à New York aussi, de Mexico. J'ai le livre de Juliette Roche, La minéralisation de Dudley Crowing McAdam, qui fait allusion à Cravant. J'ai la reproduction, ça c'est ce qui m'intéresse le plus, d'un tableau de Robert Midargue. Et Blaise Sandrars dit que c'est un pseudonyme de Cravant, et ce qui prouverait peut-être que Cravant était peintre. Mon grand problème parmi tous les amoureux de Cravant, c'est de prouver que Cravant était peintre. Or, pour ça, je n'ai que deux éléments. La reproduction du tableau avec le certificat de Blaise Sandrars disant que c'est bien un tableau de Cravant, et j'ai des tableaux, j'ai pratiquement toute l'exposition Archinard qui a eu lieu chez Bernheim Jeune, où dedans j'ai un portrait qui est sûrement le portrait de René, car on trouve des photos avec le même chapeau et le même fichu autour du cou. Je suis en attente d'un rendez-vous avec l'arrière-petit-fils de Mademoiselle Renée, qui vient de vider l'appartement où Cravant habitait avec la fameuse Mademoiselle Renée, et qui a promis de me montrer ce qu'il a trouvé. C'est un vrai travail de détective. Hein. Oui, c'est un vrai travail de détective. Mais j'ai un portrait de 1914 par Archinard qui ressemble beaucoup, car il y a la même blouse, le même chapeau et un peu la même coiffure, sur des photos que Mademoiselle Renée, qu'elle-même, un jour a débarqué à la galerie avec son fils pendant mon exposition Cravant. Elle a tout regardé avec beaucoup d'intérêt. Donc je dis bien la fille de Mademoiselle Renée, qui habitait à Montparnasse, toujours dans le même appartement, et qui m'a dit, il y a une seule erreur dans votre exposition, j'avais mis dans une vitrine, qui est derrière moi, une photo de Nadar, portrait de Mademoiselle Renée. Or, j'ai pas réalisé qu'il y avait peut-être à l'époque beaucoup de Mademoiselle Renée, ça n'avait rien à voir avec la Mademoiselle Renée de Cravant. Mais grâce à ça, donc, j'ai connu la fille qui m'a donné une série de photos de sa fille dans l'appartement, ce qui m'a... en parlant d'appartement, il faut pas oublier Maria Luisa Borras, qui avait la chance d'habiter à Barcelone, d'être amie avec le frère de Cravant, Otto Lloyd, et qui a hérité de tout le mobilier qui garnissait l'appartement et de beaucoup de papiers également. C'est elle qui a fait une monographie sur Cravant parue chez Jean-Michel Laplace. Exactement. Et dont on trouve d'ailleurs des échanges de correspondances aux archives de Lausanne, puisqu'elle a enquêté
de manière aussi minutieuse, comme on le disait, hein, de manière presque détective sur la reconstitution un peu du personnage. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle écrit à un moment donné une question autour d'Édouard Archinard en demandant s'il y a des documents sur Édouard Archinard, ce qui prouve qu'à ce moment-là, elle ne sait pas encore, ou elle ne sait pas vraiment s'il y a confusion ou pas entre les deux personnages. En tout cas, un jour, j'ai eu la chance de trouver le catalogue de l'exposition Édouard Archinard de 1914 à la galerie Bernheim Jeune. Et peu de temps après l'exposition, encore un hasard extraordinaire, à Drouot, il y a une vente annoncée de tableaux d'Édouard Archinard, dont apparemment personne s'en est aperçu. J'étais pratiquement seul avec un autre collectionneur dans la salle. Je les ai toutes achetées sauf un. Il m'a supplié de lui en laisser un. Donc j'ai acheté toute la vente. Et figurez-vous que ces tableaux ont été mis en vente pour une galerie qui était à environ 30 mètres de la mienne, qui a disparu depuis, et qui avait acheté toute l'exposition à Bernheim Jeune. Et cette galerie a fermé, rue de Seine, tout au début de la rue de Seine, ils avaient mis ça en vente, parce que ça les intéressait pas. Bureau des archives de la ville de Lausanne, septembre 2009. Oui, donc Barcelone, 29 octobre 1991. Lettre de Maria Luisa Borras. Je cherche les possibles connexions de Cravant avec le nom Édouard Archinard. J'ai trouvé au dictionnaire biographique de la Suisse de Marcel Godet que Charles Archinard, né à Wisserling, Alsace, 1819, avait été directeur du collège cantonal à Lausanne et professeur jusqu'à 1886. Aurait-il un fils, peut-être copain de Cravant, ou bien est-il possible qu'il ait coïncidé avec Cravant ces quelques mois de la fin de 1897 comme professeur à l'école cantonale? Est-ce qu'il y aurait un peintre de Lausanne appelé Édouard Archinard? J'ai posé la question chez Vallotton et ils m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas de peintre de ce nom. Je crois que Charles Archinard publia une notice historique sur le collège cantonal. Alors là, il y a toute une série de papiers originaux, hein, des archives. On voit le nom de William Hutchinson. Et puis donc du nom de la mère de... On a la réponse des archives de la ville de du Lausanne. nom du père. Madame Luisa Borras. Charles Archinard, né le 2 septembre 1820, est mort à Lausanne le 19 décembre 1905. Il a eu 4 enfants de son épouse, Françoise Elisabeth Roman. Roman 12 août 1825, 1er février 1894. Louise, 9 octobre 1847. Marie, 25 février 1849. Nelly, 8 mars 1856. Et Aline, 19 janvier 1862. Nous n'avons pas retrouvé la trace d'un fils. Charles Archinard, directeur du collège cantonal de 1864 à 1871 et professeur du dit collège jusqu'en 1866. Il est l'auteur d'un texte que nous avons lu pour vous et qui n'apporte aucun renseignement vous intéressant. Aucun Édouard Archinard n'est cité dans les ouvrages que nous avons consultés. Les dictionnaires spécialisés sur l'aventure n'en parlent pas. Marcel Fleiss. Et comme je vous le disais tout à l'heure, mon grand combat, c'est de prouver que Cravant était Archinard. Et j'ai un carnet. Il a réécrit sa fameuse autobiographie, il l'a réécrite 5 fois. Et dans ce même carnet, à la fin, il y a des dessins faits avec le même crayon. Alors je ne vois pas pourquoi ces dessins ne seraient pas de Archinard. C'était évidemment un très mauvais peintre, mais pour moi, Archinard était Cravant. Parce qu'on parle d'un Archinard qui serait mort à la guerre de 14 et que Cravant aurait pu continuer. Dans le Bénézite, dans la note sur Archinard, il y a évidemment une petite confusion, mais c'est le même, sans aucun doute. Il n'y a pas, d'ailleurs, j'ai fait des enquêtes partout pour voir s'il y avait un autre peintre Archinard, à tel point que j'ai acheté un jour, j'ai vu passer en vente en Suisse un tableau
signé Édouard Archinard, mais ça c'est autre chose. Un autre, c'est tout un autre genre là, oui. Genre. D'ailleurs, il y a une erreur, il est signé Archinard, pas Édouard Archinard. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Tandis que tous les tableaux que j'ai sont d'Édouard Archinard. Il faut aussi savoir que la galerie Bernheim-Jeune à l'époque était dirigée par Félix Fénéon et que qui était un habitué aussi des faux-semblants. Exactement. Et ce que j'ai de très intéressant également, c'est le carnet d'adresses de Cravant, qui montre qu'il était très friand d'articles dans les journaux sur lui. Il avait un grand ego. Tous les journalistes qui comptaient à l'époque sont dans le carnet, mais on trouve également, évidemment, Picasso, Haydn, Félix Fénéon, et des personnages très intéressants. Et justement, si vous deviez me faire le portrait d'Arthur Cravant, quelqu'un qui ne connaît pas Arthur Cravant, quel portrait vous en feriez? Je pense que j'en ferais peut-être un homme dans la lignée des anarchistes qui avait un don de critique d'art, à mon avis, parce que tout ce qu'il a dit sur Marie Laurencin et d'autres était tout à fait justifié. Il était le seul à l'époque à... Il existe aujourd'hui, je crois, des critiques d'art qui sont très critiques. À l'époque, c'était très conventionnel et on n'osait jamais dire du mal. On allait faire ses critiques au salon d'automne ou dans les galeries. Mais à les lire, c'était toujours bien. Tous les peintres étaient des bons peintres, etc. C'est le seul qui a un peu eu le courage de dénoncer certains peintres mineurs. Il ne va pas avec le dos de la cuillère. Non, il ne va pas avec le dos de la cuillère, et ça m'a beaucoup plu. Marcel Duchamp. Cravant est arrivé fin 1915 ou 1916. Il a fait une très courte apparition, car à cause de sa situation militaire, il aurait fallu qu'il rende des comptes. On ne sait pas ce qu'il a fait, on ne veut pas trop le dire. Il a peut-être chippé un passeport pour ficher le camp au Mexique. Ce sont des choses qu'on ne raconte pas. Il a épousé, ou du moins s'est collé, avec Mina Loy, une poétesse anglaise de l'école des imagistes, amie aussi d'Arensberg, qui vit encore dans l'Arizona. Il a eu un enfant avec elle, qui est également là-bas. Arthur Cravant avait emmené Mina au Mexique, puis un jour il a pris une barque tout seul, et n'est jamais revenu. Elle l'a cherché dans toutes les prisons, et comme c'était un boxeur fantastique, très grand, elle a pensé qu'il n'aurait pas pu se cacher dans une foule, on l'aurait tout de suite reconnu. C'était un drôle de type. Je ne l'aimais pas beaucoup, lui non plus d'ailleurs. Vous savez, c'était lui qui, à l'un des salons des indépendants, en 1914, avait engueulé tout le monde dans des termes étonnants. En particulier Sonia Delaunay et Marie Laurencin. Il a eu des ennuis pour ça. Une fois qu'on est rentré dans le monde de Cravant, il y a une séduction, il y a une attirance, il y a quelque chose d'un peu hypnotique qui fait que on s'en détache pas si facilement. Oui, c'est vrai. Et ça me fait penser à un jour, au tout début de mon amour pour Cravant, je lis dans une revue qu'un artiste grenoblois avait un rapport quelconque avec Cravant. Il s'appelle Philippe Perrin. Depuis, il a fait un peu de chemin. Je me procure son numéro de téléphone à Grenoble, je l'appelle, il était un peu tôt, il me le reproche encore aujourd'hui, on est devenus très amis depuis. D'ailleurs, une de ses pièces était dans mon exposition Cravant. Il a fait beaucoup d'œuvres en rapport avec Cravant. Je l'appelle en disant, vous avez quelque chose de Cravant, ça m'intéresse, je n'avais pas compris que c'était des œuvres de lui-même qui faisait en rapport avec Cravant. Je lui ai d'ailleurs acheté cette pièce que j'ai toujours. C'était quelle pièce ?
C'était une pièce avec des grandes boxes. Avec les cheveux, des boucles les cheveux. qui sortent Exactement. Je vois que vous connaissez très bien le sujet. Ce qui peut vous intéresser beaucoup, si vous restez à Paris, je vous propose de vous montrer certaines choses. Parce que le carnet d'adresses, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir. D'ailleurs, on va essayer de le trouver. Si je l'ai sous la main, parce que j'ai une documentaliste qui sait tout déplacer. Moi, Maintenant, revue littéraire. Directeur, Arthur Cravant. Deuxième année, numéro 3. Numéro spécial, octobre-novembre 1913. Sommaire, Oscar Wilde est vivant, par Arthur Cravant. 2 portraits inédits d'Oscar Wilde, par Étienne Lajeunesse. Oscar Wilde est vivant. C'était la nuit du 23 mars 1913. Et si je vais donner des détails minutieux sur l'état d'âme que j'avais en cette soirée de fin d'hiver, c'est que ce furent les heures les plus mémorables de ma vie. Je vais aussi montrer les étrangetés de mon caractère, foyer de mes inconséquences. Ma détestable nature, que je ne changerai pourtant contre aucune autre, bien qu'elle m'ait toujours défendu d'avoir une ligne de conduite. Parce qu'elle me fait tantôt honnête, tantôt fourbe et vaniteux et modeste, grossier ou distingué. Je veux vous les faire deviner afin que vous ne me détestiez point, comme tout à l'heure, vous seriez peut-être tenté de le faire en me lisant. C'était la nuit du 23 mars 1913. Sans doute ne sommes-nous pas physiquement semblables. Mes jambes doivent être beaucoup plus longues que les vôtres, et ma tête haut perchée, et par là heureusement balancée. Notre tour de poitrine diffère aussi, ce qui probablement vous empêchera de pleurer et rire avec moi. C'était la nuit du 23 mars 1913. Il pleuvait. 10 heures avaient déjà sonné. J'étais couché tout habillé sur mon lit et je n'avais pas pris soin d'allumer la lampe, car ce soir-là, je m'étais senti lâche devant un si grand effort. Je m'ennuyais affreusement. Je me disais « Ah, Paris, que je te porte de haine ! Que fais-tu dans cette ville? Ah, c'est du propre. Sans doute penses-tu y réussir, mais il faut 20 ans pour le faire, mon pauvre, et si tu atteins la gloire, ce sera alors laid comme un homme. Je ne comprendrai jamais comment Victor Hugo a pu 40 ans durant faire son métier. Toute la littérature, c'est ta-ta-ta-ta-ta-ta, l'art. Ce que je m'en fiche de l'art. Merde, nom de Dieu! Je deviens terriblement grossier à ces moments-là. Et pourtant je sens que je ne dépasse aucune limite, puisque j'étouffe encore. Malgré tout, j'aspire au succès, car je sens que je saurai drôlement m'en servir, et je trouverai amusant d'être célèbre. Mais comment ferais-je pour me prendre au sérieux? Dire que, tant que nous sommes, nous ne rions pas sans discontinuer. Mais, nouvel embarras, je désire aussi la vie merveilleuse du raté. Et comme la tristesse en moi se mêle toujours à la plaisanterie, c'était des « oh là là », suivi aussitôt de « tralalala ». Je pensais encore « je mange mon capital, ça va être gai », et je puis deviner ce que sera ma peine quand vers la quarantaine, à tous les points de vue, je me verrai ruiné. « Oui », ajoutai-je immédiatement en manière de conclusion à ces petits vers, car il fallait que je riasse encore. Cherchant une diversion, je voulus rimer, mais l'inspiration, qui se plaît à agacer la volonté par 1000 détours, me fit complètement défaut. À force de me creuser la tête, je trouvais ce quatrain d'une ironie connue qui me dégoûta bien vite. J'étais couché sur mes draps, comme un lion sur le sable, et pour effet admirable, je laissais pendre mon bras. Incapable d'originalité et ne renonçant pas à produire, je cherchais à donner quelque lustre à d'anciennes poésies, oubliant que le vers est un enfant incorrigible. Naturellement, je n'eus pas plus de succès. Tout restait aussi médiocre. Enfin, dernière extravagance, j'imaginais le prosopoème, chose future, et dont je renvoyais, du reste, l'exécution aux jours heureux. Et combien lamentable, de l'inspiration. Il s'agissait d'une pièce commencée en prose et qui, insensiblement, par des rappels, la rime, d'abord lointain et de plus en plus rapproché, naissait à la poésie pure. Puis je retombais dans mes tristes pensées.
Ce qui me faisait le plus mal, c'était de me dire que je me trouvais encore à Paris, trop faible pour en sortir, que j'avais un appartement et même des meubles. À ce moment-là, j'aurais bien mis le feu à la maison, que j'étais à Paris, quand il y avait des lions et des girafes. Et je pensais que la science elle-même avait enfanté ces mammouths, et que nous ne voyions déjà plus que des éléphants, et que dans 1000 ans, la réunion de toutes les machines du monde ne ferait pas plus de bruit que... Ce bégaya faiblement. Je suis ici, sur ce lit, comme un fainéant. Non point qu'il me déplaise d'être un terrible paresseux, mais je hais de rester longtemps que ça, quand notre époque est la plus favorable aux trafiquants et aux filous. Moi, à qui il suffit d'un air de violon pour me donner la rage de vivre. Moi, qui pourrais me tuer de plaisir, mourir d'amour pour toutes les femmes, qui pleure toutes les villes. Je suis ici parce que la vie n'a pas de solution. Je puis faire la fête à Montmartre et 1000 excentricités puisque j'en ai besoin. Je puis être pensif, physique, me muer tour à tour en marin, jardinier ou coiffeur. Mais si je veux goûter aux voluptés du prêtre, je dois donner un lustre sur mes 40 années d'existence et perdre d'incalculables jouissances, durant que je serai uniquement sage. Moi, qui me rêve même dans les catastrophes, je dis que l'homme n'est si infortuné que parce que 1000 âmes habitent un seul corps. C'était la nuit du 23 mars 1913. Par instant, j'entendais siffler un remorqueur, et je me disais « Pourquoi es-tu si poétique, puisque tu ne vas pas plus loin que Rouen, et que tu ne cours aucun danger? Ah, laisse-moi rire, mais rire, comme Jack Johnson !» Sans doute avais-je ce soir-là l'âme d'un déchu, car j'en suis sûr, personne, puisque je n'ai jamais trouvé un ami, n'a aimé autant que moi. Chaque fleur me transforme en papillon. Mieux qu'une brebis, je foule l'herbe avec ravissement. L'air, oh, l'air. Des après-midi entières, ne m'occupais-je pas à respirer? À l'approche de la mer, mon cœur ne danse-t-il pas ainsi qu'une bouée? Et dès que je fends la vague, mon organisme est celui d'un poisson. Dans la nature, je me sens feuillu. Mes cheveux sont verts et mon sang charrie du verre. Souvent, j'adore un caillou. L'Angélus m'est cher, et j'aime à écouter le souvenir lorsqu'il se plaint comme un sifflet. J'étais descendu dans mon ventre, et je devais commencer à être dans un état féerique, car mon tube digestif était suggestif. Ma cellule folle dansait, et mes souliers me paraissaient miraculeux. Ce qui m'incite encore à penser de la sorte, c'est qu'à cette minute, je perçus un faible bruit de sonnette. De quoi le timbre ordinaire, en apparence, se répandit dans tous mes membres, comme un liquide merveilleux. Je me levai lentement, et précipitamment j'allais ouvrir. Joyeux d'une diversion aussi inattendue. Je tirai la porte. Un homme immense se tenait devant moi. « Monsieur Lloyd ?»« C'est moi-même, fis-je. Voulez-vous vous donner la peine d'entrer ?» Et l'étranger foula mon seuil avec des airs magiques de reine ou de pigeon. « Je vais faire la lumière. Pardonnez-moi de vous recevoir ainsi. J'étais seul et... »« Non, de grâce. Ne vous dérangez en aucune façon. » Alors, prenant un temps, celui que je croyais un étranger prononça « Je suis Sébastien Melmoth. » Jamais je ne pourrais rendre ce qui se passa en moi. Dans une abnégation subite et totale de moi-même, je voulais lui sauter au cou, l'embrasser comme une maîtresse, lui donner à manger et à boire, le coucher, le vêtir, lui procurer des femmes, enfin, sortir tout mon argent de la banque pour lui en remplir les poches. Les seules paroles que j'arrivais à articuler, afin de résumer mes sentiments innombrables, furent « Oscar Wilde. Oscar Wilde. »
Maintenant, revue littéraire, directeur Arthur Cravant. 2e année, numéro 2, juillet 1913. Sommaire, André Gide par Arthur Cravant. Des paroles, poésie. Documents inédits sur Oscar Wilde. Poésie. André Gide. Comme je rêvais fébrilement, après une longue période de la pire des paresses, à devenir très riche, mon Dieu, comme j'y rêvais souvent. Comme j'en étais au chapitre des éternels projets, et que je m'échauffais progressivement à la pensée d'atteindre malhonnêtement à la fortune, et d'une manière inattendue par la poésie, j'ai toujours essayé de considérer l'art comme un moyen et non comme un but. Je me dis gaiement, je devrais aller voir Gide, il est millionnaire. Non, quelle rigolade, je vais rouler ce vieux littérateur. Tout aussitôt, ne suffit-il pas de s'exciter? Je m'octroyais un don de réussite prodigieux. J'écrivais un mot à Gide, me recommandant de m'apparenter avec Oscar Wilde. Gide me recevait. Je lui étais un étonnement, avec ma taille, mes épaules, ma beauté, mes excentricités, mes mots. Gide raffolait de moi. Je l'avais pour agréable. Déjà, nous filions vers l'Algérie. Il refaisait le voyage de Biskra et j'allais bien l'entraîner jusqu'aux côtes des Somalies. J'avais vite une tête dorée, car j'ai toujours eu un peu honte d'être blanc. Et Gide payait les coupés de première classe, les nobles montures, les palaces, les amours. Je donnais enfin une substance à quelques-unes de mes milliers d'âmes. Gide payait toujours, et j'ose espérer qu'il ne m'attaquera point en dommages et intérêts, si je lui fais l'aveu que, dans les dévergondages malsains de ma galopante imagination, il avait vendu jusqu'à sa solide ferme de Normandie pour satisfaire à mes derniers caprices d'enfant moderne. Je me revois encore tel que je me peignais alors, les jambes allongées sur les banquettes du rapide méditerranéen, débitant des inconcevabilités pour divertir mon mécène. On dira peut-être de moi que j'ai des mœurs d'androgyde. Le dira-t-on? Au reste, j'ai si peu réussi dans mes petits projets d'exploitation que je vais me venger. J'ajouterai, afin de ne pas alarmer inconsidérément nos lecteurs de province, que je pris surtout en grippe Monsieur Gide, le jour où, comme je le fais entendre plus haut, je me rendis compte que je ne tirerai jamais 10 centimes de lui, et que d'autre part cette jaquette râpée se permit d'éreinter, pour des raisons d'excellence, le chérubin nu qui a nom Théophile Gautier. J'allais donc voir Monsieur Gide. Il me revient qu'à cette époque je n'avais pas d'habit, et je suis encore à le regretter, car il m'aurait été facile de l'éblouir. Comme j'arrivais près de sa villa, je me récitais les phrases sensationnelles que je devais placer au cours de la conversation. Un instant plus tard, je sonnai. Une bonne vint m'ouvrir. Monsieur Gide n'a pas de laquais. L'on me fit monter au premier, et l'on me pria d'attendre dans une sorte de petite cellule qu'assurait un corridor tournant à angle droit. En passant, je jetais un œil curieux dans différentes pièces, cherchant à prendre par avance quelques renseignements sur les chambres d'amis. Maintenant, j'étais assis dans mon petit coin. Des vitraux, que je trouvais tocs, laissaient tomber le jour sur un écritoire où s'ouvraient des feuillets fraîchement mouillés d'encre. Naturellement, je ne me fis pas faute de commettre la petite indiscrétion que vous devinez. C'est ainsi que je puis vous apprendre que Monsieur Gide châtie terriblement sa prose, et qu'il ne doit guère livrer au typographe que le 4e G. La bonne vint me reprendre pour me conduire au rez-de-chaussée. Au moment d'entrer dans le salon, de turbulents roquets jetèrent quelques aboiements. Cela allait-il manquer de distinction? Mais Monsieur Gide allait venir. J'eus pourtant tout le loisir de regarder autour de moi. Des meubles modernes et peu heureux dans une pièce spacieuse. Pas de tableau, des murs nus, une simple intention ou une intention un peu simple, et surtout une minutie très protestante dans l'ordre et la propreté. J'eus même un instant une sueur assez désagréable à la pensée que j'avais peut-être saligoté les tapis. J'aurais probablement poussé la curiosité un peu plus loin, ou j'aurais même cédé à l'exquise tentation de mettre quelques menus bibelots dans ma poche si j'avais pu me défendre de la sensation très nette que Monsieur Gide se documentait par quelques petits trous secrets de la tapisserie. Si je m'abusais, je prie Monsieur Gide de bien vouloir accepter les excuses publiques et immédiates que je dois à sa dignité. Enfin, l'homme paraît. Ce qui me frappa le plus depuis cette minute, c'est qu'il ne m'offrit absolument rien, si ce n'est une chaise, alors que sur les 4 heures de l'après-midi,
une tasse de thé, si l'on prise l'économie, ou mieux encore quelques liqueurs et le tabac d'Orient, passent avec raison dans la société européenne pour donner cette disposition indispensable qui lui permet d'être parfois étourdissante. Monsieur Gide, je me suis permis de venir à vous. Cependant, je crois devoir vous déclarer tout de go que je préfère de beaucoup, par exemple, la boxe à la littérature. La littérature est pourtant le seul point sur lequel nous puissions nous rencontrer, me répondit assez sèchement mon interlocuteur. Je pensais, ce grand vivant. Nous parlâmes donc littérature, et comme il allait me poser cette question qui devait lui être particulièrement chère, qu'avez-vous lu de moi ? J'articulai sans sourciller, en logeant le plus de fidélité possible dans mon regard. J'ai peur de vous lire. J'imagine que M. Gide dut singulièrement sourciller. J'arrivais alors petit à petit à placer mes fameuses phrases, que tout à l'heure je me récitais encore, pensant que le romancier me saurait gré de pouvoir, après l'oncle, utiliser le neveu. Je jetai d'abord négligemment « La Bible est le plus grand succès de librairie ». Un moment plus tard, comme il montrait assez de bonté pour s'intéresser à mes parents, « Ma mère et moi, dis-je assez drôlement, nous ne sommes pas nés pour nous comprendre. » La littérature revenant sur le tapis, j'en profitais pour dire du mal d'au moins 200 auteurs vivants, des écrivains juifs, et de Charles-Henri Hirsch en particulier, et d'ajouter « Heine est le Christ des écrivains juifs modernes ». Je jetais de temps à autre de discrets et malicieux coups d'œil à mon hôte qui me récompensait de rires étouffés, mais qui, je dois bien le dire, restait très loin derrière moi, se contentant, semblait-il, d'enregistrer, parce qu'il n'avait probablement rien préparé. À un moment donné, interrompant une conversation philosophique, m'étudiant à ressembler à un Bouddha qui aurait décellé une fois pour 10 000 ans ses lèvres, « La grande rigolade est dans l'absolu », murmurai-je. Sur le point de me retirer d'un ton très fatigué et très vieux, je priai « Monsieur Gide, où en sommes-nous avec le temps ?» Apprenant qu'il était 6h moins un quart, je me levai, serrai affectueusement la main de l'artiste et partais en emportant dans ma tête le portrait d'un de nos plus notoires contemporains. Portrait que je vais resquisser ici, si mes chers lecteurs veulent bien m'accorder encore un instant leur bienveillante attention. Monsieur Gide n'a pas l'air d'un enfant d'amour, ni d'un éléphant, ni de plusieurs hommes. Il a l'air d'un artiste. Et je lui ferai ce seul compliment, au reste désagréable, que sa petite pluralité provient de ce fait qu'il pourrait très aisément être pris pour un cabotin. Son ossature n'a rien de remarquable. Ses mains sont celles d'un fainéant, très blanches, ma foi. Dans l'ensemble, c'est une toute petite nature. Monsieur Gide doit peser dans les 55 kilos et mesurer 1,65 m environ. Sa marche trahit un prosateur qui ne pourra jamais faire un vers. Avec ça, l'artiste montre un visage maladif d'où se détachent vers les tempes de petites feuilles de peau plus grandes que des pellicules, inconvénient dont le peuple donne une explication en disant vulgairement de quelqu'un « il pèle ». Et pourtant, l'artiste n'a point les nobles ravages du prodigue qui dilapide et sa fortune et sa santé. Non, 100 fois non. L'artiste semble prouver au contraire qu'il se soigne méticuleusement, qu'il est hygiénique et qu'il s'éloigne d'un Verlaine qui portait sa syphilis comme une langueur. Et je crois, à moins d'un démenti de sa part, ne pas trop m'aventurer en affirmant qu'il ne fréquente ni les filles, ni les mauvais lieux. Et c'est bien encore à ces signes que nous sommes heureux de constater, comme nous aurions eu souvent l'occasion de le faire, qu'il est prudent. Je ne vis M. Gide qu'une fois dans la rue. Il sortait de chez moi. Il n'avait que quelques pas à faire avant de tourner la rue, de disparaître à mes yeux. Et je le vis s'arrêter devant un bouquiniste. Et pourtant, il y avait un magasin d'instruments chirurgicaux et une confiserie. Depuis, M. Gide m'écrivit une fois, et je ne le revis jamais. J'ai montré l'homme, et maintenant j'eus volontiers montré l'œuvre aussi. Sur un seul point, je n'eusse pas eu besoin de me redire. Arthur Cravant.
Cravane, champion de boxe, neveu d'Oscar Wilde, poids 125 kilos, taille 2 mètres, critique brutale. Parlera, boxera, dansera, la nouvelle dancing box, la very box. Autre numéro excentrique, nègre, boxeur et danseur. Alors, il y a toujours, Philippe Dagen, une éloge de la fuite, vous en parlez, chez Arthur Cravant. C'est un peu un génial imposteur, finalement. Il sait très bien se servir, quand même, des gens. Il sait très bien jouer sur les débuts, certains débuts, certaines approches de l'art contemporain à la Duchamp, en inventant des expositions, en disant « ça va marcher, de toute façon, ils vont tous croire que je peux faire des tableaux signés Archinard et que je vais pouvoir vendre tout ça et que tout le monde va prendre ça pour quelque chose d'intéressant. » Et c'est finalement aussi comme boxeur, c'est aussi un petit peu un imposteur, même s'il a la carrure pour, mais en fait... absolument. Il y a toujours mais c'est génial, et en même temps, cette figure d'un imposteur est doublée avec celle de celui qui fuit sans arrêt, parce que forcément, il est sans arrêt aussi démasqué. Mais j'aime bien le mot imposteur et je reviendrai volontiers là-dessus. Un imposteur qui se donne en spectacle en permanence. Est-ce que ce n'est pas une figure du XXe siècle par excellence? Parce que Cravant existe en grande partie par les journaux. Son Oscar Wilde est vivant, lui vaut d'être interviewé par un journaliste du New York Times. Bon, ça le lance. Aux États-Unis, ces extravagances sont évidemment un peu orchestrées par la presse. Donc, il a très bien compris, et là, on est en 1914-15, il a très bien compris qu'il y a une puissance de séduction par rapport au public et d'orchestration de son nom qui compte au fond beaucoup plus que la réalité des actes et la réalité du personnage. Donc, quand vous dites c'est un fugitif, cela aussi me semble être une assez bonne figure de l'homme contemporain. Il est là, il est même superlativement là, et en même temps, il n'y est pas du tout. Et il n'y a rien, il n'est jamais ce que vous croyez qu'il est. À cet égard, ça pourrait être un modèle. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui d'Arthur Cravant, Philippe Dagen? Parce que il y a récemment plusieurs livres autour de Minaloy qui ont été édités, à l'esprit des péninsules. Les poésies même, voilà, Minaloy ont été enfin traduites en français. Il y a l'écriture, etc. On l'a dit tout à l'heure, de Arthur Cravant au niveau écrit, c'est pas grand-chose, c'est toujours des bribes, c'est des petits bouts de poésie. Elle a revu maintenant qu'il écrit tout lui-même, enfin c'est pas... Il me semble, mais je suis évidemment partisan, il me semble que la lecture de la revue Maintenant, à elle seule, devrait le prémunir contre tout risque de disparition. Même si l'on se situe du simple point de vue historique, Maintenant, c'est la première revue Dada avant Dada. Si Breton et les autres ont été commotionnés par Cravant, c'est parce qu'ils ont eu le sentiment que ce type-là avait osé dans l'irrespect, le sacrilège, le scabreux, etc., quelques années avant eux, au-delà même de ce qu'ils pouvaient imaginer. Vous devez connaître, comme moi, le fameux entretien avec André Gide que Cravant raconte dans Maintenant, qui est un summum de rosserie, à un moment où Gide est déjà, pas autant que plus tard, est déjà une sorte de dieu des lettres, et Cravant le piétine avec une allégresse qui est absolument irrésistible aujourd'hui. Donc, il en reste cela, et probablement, ce qu'on disait tout à l'heure, cet homme qui ne s'est jamais laissé prendre à aucun des rôles, à aucun des esprits de sérieux que la société essaie de nous coller sur le dos en permanence. Alors c'est ça, il est dans aucune école. Il est dans aucune école, il est dans aucun mouvement, il ne signe aucun manifeste. Le mot qui vient naturellement à l'esprit, c'est le mot liberté, c'est l'homme libre par excellence, jusqu'à la trahison, jusqu'au renégat, jusqu'à une sorte de fantaisie qui peut le faire décider d'un moment à l'autre de partir ou de rester. Rien ne le retient. Je trouve que nous sommes très retenus quant à nous. Et donc, c'est l'exemple même du vagabond que peut-être un certain nombre d'entre nous aimeraient être et n'arrivent pas à devenir.
André Breton. Fondée durant la guerre en Amérique, poursuivant maintenant sa publication à Paris, la revue 291, puis 391 de Francis Picabia, a rappelé l'attention sur l'activité d'Arthur Cravant, poète et boxeur, se donnant pour le neveu d'Oscar Wilde, qui aux approches de la guerre éditait la petite revue Maintenant, d'une verdeur de ton inconnue jusqu'à elle. La légende est née très tôt puisque ça a commencé avec Picabia qui signait d'un pseudonyme Faramousse dans sa revue 391 et qui parlait d'une conférence en 1919 d'Arthur Cravant, une conférence sur l'art égyptien. Et puis il y a des allusions à Tahiti où on dit qu'il est à Tahiti, ensuite on dit qu'il est au Japon, on dit qu'il est revenu à Paris et qu'il vend des je sais plus quoi, enfin bon. Donc, et d'ailleurs assez récemment aussi, on retrouve sa trace dans un roman de la rentrée littéraire française qui s'appelle La 5e saison du monde, et on retrouve cette fois-ci Arthur Cravant à Fiume tandis que la ville donc était aux mains du poète Gabriele D'Annunzio. Donc c'est là où on voit que Cravant est encore présent aujourd'hui. C'est un jeune écrivain et qu'il continue d'influencer la littérature et qu'il continue. On retrouve aussi dans la musique, dans les groupes de la contre-culture, les punks, les années 80, 70, 80. Figure comme ça, c'est emblématique. Il est partout. Sans qu'on sache exactement qui c'est. Arthur Cravant n'est pas mort. Arthur Cravant est vivant. Il avait écrit un article, Oscar Wilde est vivant. Non, maintenant. Et c'est vrai qu'Arthur Cravant est vivant. Seconde vie d'Arthur Cravant. Voilà. Charmeur le serpent, Radotel, neveu d'Oscar Wilde, le petit-fils du chancelier de la reine, chevalier d'industrie, chauffeur d'automobile à Berlin, cambrioleur, multi-écueilleur d'Orange en Californie, etc., etc., etc. Radotel, neveu d'Oscar Wilde, bûcheron dans les forêts géantes, ex-champion de France de boxe, petit-fils du chancelier de la reine, chauffeur d'automobile à Berlin, cambrioleur, etc., etc. Correspondance Arthur Cravant à Minalaya. Toms River, 20 juillet 1917. Ce vendredi. Ma grande chérie, je suis encore un peu assommé. Je ne comprends pas très bien si je suis tombé d'une étoile ou d'une branche. Dans ma nouvelle orbe, je me sens comme un oignon dans un bocal. Je cours, je mange, je nage, et ça fait beaucoup de bien à la brute. Mais je dois dire que tu me manques. Et beaucoup plus que tu n'imagines. Et ce ne sera qu'à cause de toi que je reviendrai lundi. À bientôt, mes mignonnes. 1000 fois 1000 baisers. Arthur Cravant. Mexico City, 31 décembre 1917. Chère Mina, je t'écris encore une carte aujourd'hui. C'est la seule énergie qui me reste. Je pourrais t'écrire pendant des heures et des heures et des heures. Que la vie est horrible. Tâche de me comprendre et sois bonne. N'est-ce pas qu'il y a eu des bons moments? Mais ce n'était rien à cause du malentendu. Ah, si j'avais su, je n'aurais pas eu la même conduite. Ça aurait été quelque chose au-dessus de la terre. Télégraphie. J'ai terriblement peur que ça va être la fin. Frost n'aura pas souffert, mais moi, mourir de l'âme, c'est 10 000 fois pire que le cancer. Et je suis bien perdu. Si tu savais comme je me sens pur. J'ai déjà mes ailes, et tout ça sera perdu. Dis-moi que ce n'est pas possible. C'est ma faute. C'est ma faute. Adieu, Mina. Pense à tout ce que je t'écris dans mes lettres. Les reçois-tu? Je t'écris tous les jours. Bonne et heureuse année. Ne travaille pas trop. Viens te reposer. Adieu. Adieu.
Adieu. Tout. La vie est atroce. Arthur. Quel est votre Cravant? Quelle est l'image de Cravant que vous avez quand vous le lisez, quand vous pensez à lui? Ah, je crois que c'est le passeur de frontières, celui qui échappe, celui qui refuse d'être pris, celui qui préfère, au fond, un certain rêve à cette recherche d'identité. Chez Cravant, c'est quelque chose qui me semble très important, et très important à des époques où de plus en plus on essaie d'expliquer aux gens ce qu'ils sont, ce qu'ils devraient être, ce qu'ils pourraient devenir, c'est-à-dire ces espèces de cadres dans lesquels on veut à tout prix vous faire entrer, et me semble-t-il, à partir du moment où on est dans un cadre, quel que soit ce cadre, qu'il soit très petit, très bas, très haut, je ne vois pas tellement la différence, et en tout cas certainement pas l'intérêt. Cravant échappe à cela. Témoignage. Philippe Soupeau. Épitaphe. Les marchands des 4 saisons ont émigré au Mexique. Vieux boxeur, tu es mort là-bas. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu criais plus fort que nous dans les palaces d'Amérique et dans tous les cafés de Paris. Tu ne t'es jamais regardé dans une glace. Tu as villégiaturé à l'hôpital. Qu'est-ce que tu vas faire au ciel, mon vieux? Je n'ai plus rien à te cacher. La Seine coule encore devant ma fenêtre. Tes amis sont très riches. J'ai une envie folle de fumer.